Alors que vous regardez cette vidéo, j'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Maintenant, imaginez un homme à deux doigts des 60 ans avec une vie bien installée du réseau du poids politique et une carrière qui imposait le respect. Et pourtant, du jour au lendemain, il plaque tout. Pas à 20 ans, pas à 30 ans, non. Un homme mûr avec des responsabilités qui décide de tout balancer, pas pour des vacances, non, pour fuir, et pas n'importe comment une cavale à tout haut risque limite kamikaze. Vous voyez un homme de 55 ans jouer sa vie comme un jeune rebelle de 23 ans. Voilà ce qui s'est passé. Il avait tout le prestige, les fidèles, les adversaires, mais aussi les moyens d'influencer. Et malgré tout ça, il a sauté dans l'inconnu. Entre 2023 et 2025, si quelqu'un faisait trembler les murs du pouvoir aux côtés de Tebboune, c'était bien Nassar, pas l'unique exécuteur, certes, mais le bras principal, le levier décisif. Déjà entre 2021 et 2024, il servait de bouclier stratégique à Abdidoun. Puis après que Finben ait mordu la poussière, en 2023, c'est Nassar, rebaptisé Nar, qui est resté seul en première ligne pour défendre l'homme clé du régime. Les faits sont là bruts. Pas de plaidoyer ici, juste une chronique fidèle. Si Tebboune a réussi à survivre politiquement et à s'offrir un deuxième mandat, c'est grâce à ce même Nassaroun. C'est lui qui a ficelé les élections anticipées, c'est lui qui a broyé l'opposition, c'est encore lui qui a semé la peur dans les rangs du Irak, c'est lui qui a muselé les plateformes sociales et c'est lui qui a réduit les médias algériens à un silence presque volontaire. Pas une étincelle de révolte, pas une pancarte levée, pas même un souffle de contestation pendant les élections anticipées qui ont tranquillement offert à Tebboune son second mandat en septembre 2024. Silence total, comme si tout un peuple s'était endormi ou avait été muselé. Derrière cette paix de cimetière, un homme Nassar. Et pourtant, ce même homme a fini par prendre la tangente. Non pas par peur d'un cachot mal éclairé, non, il n'en était plus là. Ce qu'il redoutait, c'était bien pire disparaître, être effacé, rayé de la carte par ceux-là même qui l'avaient servi, car il détenait les secrets les plus compromettants sur les deux piliers du régime Saïd Chengriha et son fiston Chaf au passage, ainsi que le clan Tebboune Enfant conseiller et autres visages bien connus de la cour présidentielle. Autant dire, il savait trop de choses, beaucoup trop. Il sentait l'étau se resserrer, pas parce qu'il devinait, mais parce qu'il savait. Trop, beaucoup trop, là où les autres, la gendarmerie nationale, les Manbar, les Majdou, ou même les anciens patrons des régions militaires fermaient les yeux, ou préféraient l'ignorance stratégique, lui, il avait les dossiers, tous les dossiers, des vérités que même Abdani Rajdi, alias le discret chef de la DGSI puis de la DDSE, n'aurait pas osé compiler. Pourquoi? Parce que Nassar, lui, ne jouait pas à distance. Il entrait dans le cercle. Il gagnait la confiance. Il tissait des liens personnels presque intimes avec les fauves du pouvoir Tebboune et Chengriha. Il ne se contentait pas d'obéir, il collaborait. Et au final, il est devenu leur outil, leur homme à tout faire dans les affaires les plus troubles. Aucun général n'a été utilisé de façon aussi directe, aussi crue que lui. Même pas dans les services de renseignement. Bien avant de s'asseoir dans le fauteuil de la DGSI, il avait déjà mis les mains dans les dossiers brûlants. Entre avril 2024 et 2025, il a compris et il sait très bien pourquoi il a fait ce choix. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quel secret si explosif pouvait valoir à Nassar non pas un simple procès, mais la tombe? Bien sûr, il aurait pu finir derrière les barreaux. Un type comme lui, un dur, n'aurait pas tremblé. Avec ses réseaux, il aurait négocié, purgé 1 an ou 2, ressorti intact. Mais son intuition était limpide, ce qui l'attendait n'était pas une cellule, mais un cercueil. Même enfermé, il risquait le poison, l'accident fatal. Ce qu'il redoutait vraiment, c'était la mort, pas la prison. Pourquoi cette peur viscérale? Parce que derrière son sourire crispé, Nassar traînait un coffre-fort rempli de secrets explosifs. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dedans? Des preuves d'enrichissement à ciel ouvert. Les enfants de Tebboune Saïd Chengriha et son fils Shafir, les hauts gradés alliés du chef d'état-major, les pontes du cabinet, tous dans le même sac. Tocheli Sonatrach, les firmes turques, les ventes d'armes et les marchés publics, rien n'y échappait. On parle ici des fournitures de l'armée nationale populaire de Daels Öpak
avec le Qatar de contrats ficelés avec les Chinois. Bref, tous ces dossiers brûlants qui ont engraissé les entourages du pouvoir. Et devinez qui les tenait dans ses mains, Nassar. Aujourd'hui, laissez-moi vous dévoiler un échantillon. Pas un de ces colossaux scandales qui feraient trembler un régime, non juste un petit dossier, enfin une petite façon de parler. Parce qu'en réalité, ce dossier pue la corruption à des kilomètres et ferait rougir plus d'un général. Comparé aux autres bombes que Nassar a manipulées, celui-ci passe presque pour une formalité. Mais attention, c'est tout sauf anodin. Il y a mis les mains, le nez, les coudes, parfois pour arranger, parfois pour saboter, souvent pour contrôler. Et ce dossier, c'est celui du trafic de cigarettes. Oui, vous avez bien entendu, la contrebande de clopes. Un business si opaque, si tentaculaire qu'Algérie Par lui a déjà consacré plusieurs enquêtes choc. Et croyez-moi, ce n'est pas du tabac à priser. Petit retour en arrière pour ceux qui auraient manqué l'épisode du 14 décembre 2023. Notre enquête coup de poing intitulée « Trafic-corruption » ou « Détournement plongé au cœur du business obscur du tabac en Algérie ». Et au centre de ce système bien huilé, on retrouve une entreprise au nom presque ironique, Last Time. Ce n'est pas une blague, c'est bien elle qui tient les rênes du marché. Une création remontant à 2002, fruit d'un mariage politico-commercial entre l'entreprise publique algérienne du tabac et un mystérieux consortium d'investisseurs venus des Émirats. Ensemble, ils donnent naissance à la Stein, entité validée par le ministère algérien des Finances, pour produire officiellement du tabac. Le capital majoritairement émirati, bien entendu. Et tout ça, bien avant que la fameuse règle du 49-51 ne vienne changer la donne. Et puis en 2025, le jackpot est tombé. Philip Morris, le mastodonte planétaire de la clope, a offert sur un plateau une licence exclusive aux actionnaires émiratistes de Last Time. Résultat, le droit royal de produire localement les légendaires Marlboro et LM. Mais attention, ce privilège ne date pas d'hier. Ces mêmes investisseurs émiratis avaient déjà verrouillé l'exclusivité de fabrication et de distribution de ces marques américaines dans une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et même dans certaines zones d'Afrique subsaharienne. Rien de nouveau sous le soleil pour les habitués d'Algérie Par qui en ont entendu parler dans nos précédents épisodes. Et depuis 2005 sans surprise, Last Time règne en maître sur un marché du tabac algérien à la taille colossale. Accrochez-vous, le marché du tabac en Algérie, c'est une machine de guerre qui pèse pas moins de 30 milliards de cigarettes par an. Oui, vous avez bien entendu. On parle ici d'un des plus gros circuits de consommation du continent africain, avec une croissance qui ferait rêver n'importe quel investisseur. En jeu des centaines de millions de dollars. Et ce n'est pas une exagération, uniquement le volet contrebande représentait déjà près d'1 milliard d'unités il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt entre 1,2 et 1,5 milliard de clopes qui passent sous le radar. Et attention, entre 30 et 50% du marché local serait occupé par des marques étrangères, enfin d'après certaines sources, parce qu'aucune étude sérieuse n'a encore été menée. En clair, c'est flou, c'est opaque, mais les sommes en jeu, elles sont bien réelles et vertigineuses. Soyons clairs, on ne parle pas ici de petites sommes, mais de centaines de millions de dollars, voire beaucoup plus. Le marché dit CZ presque impossible à cerner précisément. Certaines sources parlent de 3 milliards, d'autres gonflent ce chiffre, d'autres le minimisent. Mais 3 milliards, ça semble être un bon point d'équilibre, et encore, ce n'est qu'une approximation. Pourquoi ce flou artistique? Parce qu'en Algérie, l'économie parallèle est un mastodonte, notamment ce réseau de contrebande qui fait passer les clopes locales sous le radar pour les revendre en Europe. En France, par exemple, où les cigarettes made in France coûtent un bras 3-4, parfois 5 fois plus cher qu'en Algérie. Résultat, les Marlboro algériennes se refilent en douce à l'ombre des gares dans les ruelles à prix cassé. Un business aussi discret que juteux, et en France, c'est devenu presque une chasse à l'homme à ciel ouvert. Les autorités mènent une véritable traque rapide, féroce, quasi permanente contre les circuits de contrebande venus tout droit d'Algérie. Des descentes, des saisies, des opérations coup de poing à répétition. Pourquoi tant d'acharnement? Parce que derrière chaque cartouche de Marlboro algérienne, ce sont des millions qui s'évaporent, des caisses fiscales et des fortunes qui circulent dans l'ombre. Le business est colossal. L'argent lui coule à flot.
Naar s'est retrouvé empêtré dans l'un des dossiers les plus sensibles de sa carrière, le dossier Stein. Un véritable nid de vipères au cœur d'un réseau que peu osent évoquer en Algérie. Pourquoi? Parce que toucher à la mafia du tabac, c'est risquer gros, très gros. C'est un univers où le silence est la règle. Mais voilà, les langues commencent enfin à se délier maintenant que tout a explosé. Au centre du réseau, un certain Nassar, John alias Nassalchi, et à ses côtés, un rabatteur bien connu du milieu Omar, un homme d'affaires aujourd'hui derrière les barreaux. Mais attention, Omar n'était pas n'importe qui. Il avait ses entrées. Des accès directs à l'intérieur même de Stein. Et grâce à ses connexions, il faisait passer des marchandises en toute discrétion. Du travail de pro, de l'ombre, du vrai. Mais alors, concrètement, comment ça se passe chez Stein Simple, à l'intérieur même de l'usine, un réseau bien huilé, détourne discrètement jusqu'à 20% de la production totale? Oui, vous avez bien entendu. Un cinquième des Marlboro LM et compagnie produites localement ne vont pas là où elles devraient, mais finissent dans les circuits parallèles. Comment ils s'y prennent? Facile. Ils jouent sur les produits dits non conformes. Paquets cabossés, cigarettes mal roulées, emballages abîmés, défauts de fabrication. Bref, tout ce qui ne passe pas les contrôles qualité. Et comme il y a toujours un lot de ces rebuts, on les déclare officiellement à détruire. Sauf que dans la pratique, ces déchets sont loin de finir à la benne. Ils prennent un autre chemin bien plus lucratif. En théorie, ce genre de stock, on le détruit. Broyé, brûlé, réduit en cendres. Fin de l'histoire. Ces produits-là ne sont pas censés voir le jour sur le marché, encore moins finir entre les mains des consommateurs. Mais dans les coulisses de Stein, la théorie s'arrête là. Car un petit cercle bien organisé de trafiquants a trouvé la faille parfaite. Leur astuce, prendre des cigarettes parfaitement fabriquées sans aucun défaut et les reclassifier en douce comme produits non conformes ou endommagés. Grâce à ce tour de passe-passe administratif, ces stocks deviennent à éliminer. Mais au lieu de les envoyer au feu, on les récupère discrètement. Et c'est tout un système parallèle qui s'active pour transférer ces cartons, tout ce qu'il y a de plus vendable hors de l'usine, loin des radars et directement vers le marché de la contrebande. Le cœur de l'opération, une immense usine nichée à Koléa, en plein centre d'Alger. C'est de là que partent les cartons, pleins à craquer de cigarettes de marque américaine, directement vers les circuits du marché noir. Pas de taxes, pas de TVA, pas la moindre trace dans les registres. Tout se fait hors radar dans un flou organisé. Et attention, ces clopes officiellement étiquetées comme défectueuses ou non conformes sont en réalité parfaitement produites. Aucun défaut, aucune anomalie. Juste une étiquette mensongère pour leur ouvrir la voie de l'illégalité. Résultat, une part énorme de la production, jusqu'à 20% selon certaines sources, est siphonnée en douce et injectée dans l'économie parallèle. Une fraude industrielle d'une ampleur hallucinante. Le petit manège de Nassar ne s'arrêtait pas à la sortie de l'usine. Son rabatteur Omar écoulait la marchandise à la chaîne auprès des distributeurs du marché noir. Et là, c'est le jackpot. Zéro taxe, aucun impôt, tout passe sous le radar. Et les liasses de cash s'accumulent à la vitesse d'une machine à billets. On parle de milliards par an. Mais que les choses soient claires, Nassar n'était pas l'unique cerveau du réseau. Le gâteau était partagé en 3 parts bien distinctes. Premier groupe Nassar et Omar, le duo fondateur. Deuxième chef Chengré, flanqué du général RF Boak, actuel numéro 2, et pas des moindres, de la gendarmerie nationale aujourd'hui même, chef d'état-major des forces. Et enfin, le troisième cercle Ahmedam Roch, bras droit confidentiel de Tebboune, accompagné de ses amis très discrets, mais très influents. Bref, une vraie mafia d'État version premium. Voilà donc les 3 clans qui se partageaient la galette du trafic. Et encore, ce n'était qu'un chapitre dans le roman noir de Nassar. Car dans d'autres affaires, Satrak Tocheli et compagnie, le bonhomme avait aussi sa carte à jouer. Il faut dire que quand il ne faisait pas tomber des têtes à la DGS, c'est qu'il était occupé à tout surveiller en coulisses. Nassar, c'était le chef d'orchestre de l'ombre, parfois, il lançait les enquêtes, parfois il les enterrait. Et quand une affaire risquait de faire trembler les vrais puissants hop, il détournait l'enquête vers un pion sacrificiel. Exemple concret, pour protéger chef Chengri impliqué dans le trafic de clopes, il mettait la DGS en pause.
Il accumulait les infos, entassait les preuves, puis les laissait gentiment dormir dans un tiroir. Et pendant que la vérité moisissait, lui, il encaissait. Prenons un autre cas d'école, les magouilles liées aux enfants de Tebboune. Devinez quoi? Même scénario. L'enquête gelée, le dossier détourné, le rythme ralentissement contrôlé. Résultat, pendant que certains se gavaient tranquillement, Nassar encaissait sa part sans forcer. On parle ici de milliards annuels, pas de miettes. Des sacs entiers de cash, littéralement. Et bien sûr, il savait tout. Il savait que Ching y trempait jusqu'au cou, que RF Boax n'était pas loin du feu, que Ahmed, les proches de la famille B, et même des conseillers de l'entourage Dub, faisaient aussi leur marché. Nassaroun ne s'est donc pas contenté d'observer, il a mis la main dans le sac, lui aussi. Mais pour sa défense, il n'était pas le seul à se servir. Le gâteau était bien partagé. Et puis est venu le moment où la vérité a cogné à la porte. Chez lui, les enquêteurs tombent sur des montagnes de liquide, près de 20 milliards de centimes, l'équivalent de plus de 2 millions d'euros planqués dans ses résidences. Interrogé, il n'a même pas tenté de nier. Calme, presque blasé, il balance « Oui, il y a eu trafic, mais ne vous faites pas d'illusions, je n'étais pas le seul à me servir. Loin de là. » Et là, le théâtre commence. Il déroule les noms, les gros poissons. À peine arrêté, à peine assis en face des enquêteurs, Nassaroun ouvre le jeu. Sans trembler, il balance tout. Dans ce festin de corruption, je n'étais qu'un convive parmi d'autres. Pas de fuite, pas de détour, il balance l'orchestre au complet. Il était aux manettes dans le cœur du système. Les dossiers, il les avait. Les preuves, elles dormaient chez lui. Mais voilà, les ordres sont venus d'en haut. Nassar n'a pas agi seul. Ce qu'il a fait, il l'a fait sur demande directe de l'entourage de Shea et de Tebboune. On lui a soufflé, ralentit les enquêtes à la DGSI, fout les freins, ferme les dossiers, et en échange, tu auras ta part. Et il a compris la règle du jeu, tu obéis, tu encaisses. Rien n'était secret, tout le monde savait, de SH jusqu'au fil de 2. Tout le monde avait les mains dans le sac. C'était un business collectif, une cantine à ciel ouvert où chacun prenait sa part de gâteau sans scrupule, sans peur et surtout sans que personne ne dise mot. Pourquoi a-t-on voulu écarter les Émiratis du jeu? Parce qu'ils ont eu l'audace de vouloir stopper la machine à cash. Oui, au début, ils ont tenté de résister, de dire non à ce grand festin mafieux. Mais rapidement, ils ont compris que c'était peine perdue. Le trafic était là sous leurs yeux et ils n'avaient aucun levier réel pour le stopper. Alors plutôt que de tout perdre, ils ont sorti la carte du compromis. Un deal discret a été scellé. Prenez 20% de la prod, détournez-la si ça vous chante. Et en échange, on ne voit rien, on n'entend rien. Et c'est ainsi que les Émiratis ont baissé les yeux, préférant garder leur part du gâteau algérien que de tous faire sauter. D'après certaines sources, cette tolérance bienveillante aurait permis à jusqu'à 30% de la production de filets direct dans les réseaux de contrebande. Une paix de façade, payée au prix fort, et cette contrebande, elle ne reste pas confinée aux docks d'Alger. Elle traverse la Méditerranée et on en voit les traces jusque dans les rues de France. Vous êtes déjà passé devant une gare, un coin de marché populaire. Là où vit la diaspora algérienne, vous verrez souvent des haragas. Les poches vides, mais les bras pleins de cartouches Marlboro, made in Algérie vendues à la sauvette. Triste ironie, ces jeunes fuyant la misère chez eux deviennent, malgré eux, les revendeurs de la corruption qu'ils ont fui. Une boucle parfaite, sauf qu'ici, personne ne gagne, sauf les têtes du haut. Ces cigarettes-là, elles ne tombent pas du ciel. Elles sortent tout droit d'un trafic bien huilé d'un réseau aussi structuré qu'une entreprise légale, sauf qu'ici, c'est la loi du cash et du silence qui règne. Et les parrains de ce business parallèle, ils nagent dans l'or. Des fortunes indécentes amassées dans l'ombre. Et Nassar, il les connaissait tous. Il ne se cachait pas, il faisait partie du système. Complice, oui, mais loin d'être le seul. Il n'était pas le cerveau, pas le grand méchant loup, mais un rouage clé. Le problème, c'est qu'un jour, la DCSA et la DGSI ont voulu creuser travailler avec lui. Et là, coup de tonnerre, Nassar commence à balancer des noms qui font trembler les murs. Des Chafur, des Chen Gria, des Mohamed Tebou, des Hamed Hachamirou, des RFBZ. Et là, silence radio, enquête stoppée net, paf, fin de partie ou plutôt début des représailles.
Que ce soit le général Hassan ou le général Maraz, tous ont eu le même réflexe de survie alerte maximale. À l'instant même où Nassar a commencé à lâcher les vrais noms, un voyant rouge s'est allumé dans les hautes sphères. Panique générale, une alarme silencieuse mais bien réelle. Et là, la grande question, jusqu'où peut-on laisser filtrer la vérité? Peut-on vraiment prononcer ces noms-là dans ces dossiers-là? C'est précisément pour cela que son arrestation a traîné en longueur. Il ne s'agissait pas juste de l'arrêter, il fallait le neutraliser sans faire éclabousser tout l'étage du pouvoir. Le régime cherchait la faille parfaite, le scénario discret pour qu'aucune fuite ne remonte. Car un Nassar qui parle trop, c'est un Nassar qui coule avec lui les enfants de Tebboune, les hommes de Shengria et quelques poids lourds encore bien assis à leur poste. Autrement dit, un cauchemar politique. Alors ils ont voulu lui tendre un piège cousu, main millimétrée, pas pour lui, mais pour sauver les autres. Sauf qu'il y a un hic Nassar n'est pas du genre à se laisser enterrer en silence. Il parle, il dérange, il balance tout, et surtout il assume. Je n'étais pas seul dans ce manège. On m'a donné les ordres. On m'a dit de couvrir, on m'a demandé de laisser faire le trafic, d'enfouir les enquêtes, de ne pas toucher aux intouchables, et mieux encore, tu veux ta part du gâteau, prends-la. Eh bien, je l'ai prise. Une confession glaciale, pas un cri d'innocence. Juste le constat brutal d'un système pourri auquel il a pleinement participé. Le scandale STM, juste la partie visible de l'iceberg. Car derrière, il y avait toute une avalanche de bombes à retardement. L'affaire Tocelli, les combines de Sonatrach, les logements attribués à coup d'arrangement avec des boîtes turques, sans parler du business juteux des pipelines et du transport. Et qui était toujours là en train de remuer la boue Nassar. Partout où il mettait le nez, il tombait sur des irrégularités qui, aux surprises, finissaient toujours par profiter aux deux grands centres de gravité du régime, le clan présidentiel des Tebboune et l'ombre militaire des Shengria. Un ménage à deux au sommet de l'État, et lui le fouilleur au milieu. Et lui, il ne s'est pas gêné. Si je ne peux pas fouiller, alors je pioche. Je garde le système debout, et moi aussi, je me remplis les poches. C'était ça sa logique. Et dans un coin de sa tête, un plan B bien ficelé le jour où le vent tourne, je balance les dossiers. Ce jour, il est finalement arrivé. Quand le régime a commencé à s'agiter, à envisager non seulement de le coffrer, mais peut-être pire. Parce que comme d'habitude, le doute s'est installé, Shengria voulait le mettre à l'ombre, puis s'est ravisé, et au final, tout le monde a tranché, oui, on va le faire tomber, mais il faut choisir le bon moment. Stratégie oblige. Puis le plan s'est affiné, on le jette en prison, mais attention, dans un dossier soigneusement sélectionné, un dossier taillé sur mesure, où lui seul sera sur l'affiche. Quant aux autres, ceux qu'il a balancés, cités, dénoncés, on efface, on oublie, on les sort du tableau. Pas de vagues, pas d'éclaboussures. Le rideau tombe uniquement sur Monsieur N, pendant que les vrais poids lourds continuent de siroter leur impunité tranquille. L'été battait son plein, les tribunaux roupillaient en mode vacances judiciaires, et lui, il n'a pas perdu une seconde. Pendant que d'autres sirotaient leur cocktail, il peaufinait sa sortie de scène, fuite minutieusement préparée, plan calé au millimètre. Pourquoi? Parce qu'il sentait que la faucheuse rôdait peut-être pas loin. Il ne se méfiait pas d'un procès, non, il redoutait une balle. Le jour où il s'est volatilisé, les lignes ont commencé à chauffer. Et oui, on nous l'a confirmé, un contact a bien eu lieu. Avant de disparaître pour de bon, Nassar a laissé un ultime message soigneusement adressé à son remplaçant, le général Hassan, désormais aux commandes de la DGSI. Un adieu codé, une menace voilée. Ce message, il ne l'a pas balancé depuis Alger. Non, il a attendu d'avoir les pieds en Espagne. Et là seulement là, il l'a fait parvenir. Nassar l'a dit cash, sans détour, au général Hassan. Hors de question que je serve de fusible. Je ne tomberai pas tout seul. Et là, pas besoin de dessin. Hassan a tout de suite capté le message. Nassar était prêt à faire sauter la baraque. C'est à partir de ce moment précis que le général a pris les choses en main discrètement. Il a lancé une tentative de tractation dans l'espoir d'éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Résultat, on a fini par lever tout doucement les barrages militaires et les postes de surveillance autour d'Alger et des zones sensibles,
La chasse à l'homme, elle aussi, est devenue, comment dire, moins voyante. Mais à quoi bon le mal était fait? Pendant qu'on jouait à cache-cache, Nassar avait déjà pris le large, direction l'Espagne, sans encombre. Et malgré tous les radars, toutes les caméras, tous les checkpoints, aucune main algérienne ne l'a jamais attrapé.